C'est donc aux vertus des épices que nous allons nous intéresser aujourd'hui, comme les moines du Moyen-Âge qui en connaissaient déjà un rayon. Le Moyen-Âge, une époque enveloppée de mystères et chargée d'histoire. Une grande partie de nos connaissances ont vu le jour dans des monastères reculés, comme les vertus médicinales des plantes et des épices. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours expérimenté ce qui poussait autour d'eux, surtout dans les périodes difficiles. C'était un bon moyen pour savoir ce qui était comestible et ce qui ne l'était pas, ce qui guérissait et ce qui était sans effet. Et on notait ces observations pour les conserver et les transmettre. Pour découvrir des substances intéressantes, les moines n'hésitaient pas à se lancer dans des expériences de longue haleine. Graines, racines et écorces étaient testées dans la cuisine ou sous forme de tisane ou de liqueur. Les formules efficaces étaient consignées dans des recueils qui ont aujourd'hui des centaines, voire des milliers d'années. Les textes étudiant les vertus de l'anis font partie des plus anciens. Au 1er siècle de notre ère, dans De Materia Medica, sur la matière médicale, le plus vieux traité européen de médecine, Dioscoride décrit les bienfaits de l'anis sur le mal de gorge. Il y a donc 2000 ans que l'on connaît les vertus curatives de cette plante. Aujourd'hui, la science sait à quoi elles sont dues, des composants au pouvoir apaisant. En cas d'affection respiratoire, par exemple, l'anis a un effet expectorant qui dégage les bronches. Et comme il stimule la production de salive, il adoucit les gorges sèches et irritées. Les moines ont aussi percé à jour les secrets du gingembre. Ils ont constaté ses effets sur les maux d'estomac. Au début du XVIIe siècle, son action digestive a été décrite dans une nouvelle édition du De Materia Medica. Plus de 300 ans plus tard, la médecine sait expliquer le pouvoir du gingembre. Ces huiles essentielles stimulent la sécrétion de salive et de suc gastrique qui facilitent tous deux la digestion. On reste ébahi par tout ce que savaient les moines. Leurs connaissances vont jusqu'au balbutiement de ce qui ne s'appelait pas encore la pénicilline. Rien que dans le domaine des rhinopharyngites et des problèmes digestifs, leurs compétences étaient très développées. La cannelle fait également partie de cet arsenal. Elle aussi contient des substances importantes comme le thymol. La cannelle calme les gorges irritées et stimule l'activité musculaire de l'appareil digestif. Un excellent réveil pour les estomacs paresseux. Cette écorce, originaire d'Asie, était bien connue dans les monastères. Botaniste et médecin allemand, Adam Lonitzer en vante les mérites contre la toux dans l'ouvrage sur les herbes médicinales qu'il écrit en 1557. Les moines du Moyen-Âge ont largement contribué aux connaissances actuelles de la phytothérapie. Leur savoir nous est aussi parvenu par le biais de leurs recettes de cuisine. À l'époque, ils savaient déjà que les médicaments les plus efficaces sont ceux qu'on avale avec plaisir. La nature a tout prévu, même l'arbre à pharmacie. Caro et moi, quand on a un chat dans la gorge, à la place des pastilles, on préfère nettement une énorme boule de glace à la vanille. Parfaitement. La vanille est d'ailleurs numéro 1 au hit parade des glaces. Et la vraie, c'est celle qui contient des petits points noirs. Ce sont les grains de vanille. On est ici en compagnie d'un cultivateur de vanille, Aimé Lechnig. Sur les emballages, on voit souvent le nom vanille bourbon. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, disons que anciennement, la vanille Boisbon, l'île de la Réunion s'appelait île Boisbon. Donc plusieurs produits, dont la vanille, on a continué à appeler Boisbon. Donc vanille Boisbon, mais pour une plus grande traçabilité et puis de produits de terroir, nous on va appeler vanille Réunion. Pour s'identifier mieux par rapport à les autres aussi qui s'appellent Boisbon. On n'achètera plus que celle-là maintenant. J'ai rarement vu des gousses de vanille entières. Comment les utilise-t-on? Il faut les faire cuire, les faire sécher? Comment fait-on? Dans la vanille, on peut utiliser dans plusieurs plats, soit en sucré, soit en salé, avec des utilisations différentes. L'extrait, on va utiliser l'extrait qui est en liquide. On va utiliser plutôt dans tout ce qui est plat à froid, yaourt, glace, crudité, crêpes, là où il n'y a pas de cuisson. Et tout ce qui est poudre, comme ça,
de la poudre ou des gousses, comme ça, on va utiliser dans des plats qui vont chauffer. Dans du riz au lait, dans une crème, dans un curry. Comment on passe des gousses fraîches à la poudre? On les fait sécher et on les broie? Comment ça marche? D'accord. Là, vous avez, pour comprendre, on va récolter la gousse de vanille verte. Ça va rester sur la plante pendant 9 mois. On fait un trempage dans de l'eau chaude. Au bout d'1 à 2 semaines, ça passe du vert au marron. Et une fois qu'elle est marron, le séchage va se faire sur 1 année. Donc il faut 1 an pour que le jus, la sève qui est dans la gousse se transforme en arôme. Et ça prend du temps et ça demande un long savoir-faire. Ça pousse où la vanille? La vanille va pousser du côté de la zone humide, donc de Saint-Philippe jusqu'à Sainte-Marie. Et de Saint-Philippe, ça va être des cultures traditionnelles en forêt. Et c'est les arbres qui servent le tuteur. Elle ne pousse qu'ici? Non, ça pousse aussi dans tout l'océan Indien. Donc Comores, Maurice, Madagascar, tout l'océan Indien. Et aussi une variété qui pousse dans les Caraïbes, donc Tahiti ou autre, quoi. Question parfum? Croyez-moi, c'est une pure merveille. Quel dommage que Xenius ne soit pas diffusé en odorama pour que vous puissiez profiter de ce délice avec nous. Ça embaume tellement qu'on a hâte de voir ce que ça va être au beau milieu d'une plantation. C'est notre prochaine étape. Et pendant que nous y allons, on va tout vous expliquer sur la façon dont le parfum des épices agit sur nous. Les épices ont un parfum enivrant. Leurs huiles essentielles ont souvent des vertus curatives. Le thym, par exemple, est réputé pour faciliter la digestion. C'est du moins ce qu'affirme la phytothérapie. Pour savoir si cet effet peut être prouvé, des scientifiques de l'université de Munich étudient l'action des huiles essentielles sur l'appareil digestif. Ils sont à l'affût de cellules, sachant reconnaître les épices à la manière des cellules olfactives du nez. On sait que le nez humain utilise 300 récepteurs olfactifs différents pour analyser la multitude des parfums et des odeurs qui nous entourent. Sur cet ensemble de récepteurs, nous en avons choisi un certain nombre dont on connaît bien le fonctionnement. Et nous avons regardé s'ils s'expriment également dans l'intestin et s'ils y exercent une fonction physiologique particulière. Résultat, quand on absorbe un condiment comme le thym avec la nourriture, l'intestin en décompose les différents constituants. Le thymol qu'il renferme est libéré. Et les chercheurs ont montré que dans la paroi intestinale, des récepteurs spécifiques réagissent à cette molécule. Leur stimulation entraîne une sécrétion de sérotonine, un neurotransmetteur qui stimule à son tour la production de sucs digestifs et les contractions musculaires de l'intestin. La digestion se met en route. C'est ce qui explique pourquoi une bonne dose de thym peut soulager des problèmes digestifs. D'autres épices agissent certainement de la même façon, mais la science ne fait que de commencer à étudier leurs effets. On vous retrouve au paradis de la vanille réunionnaise. On est ici en plein cœur de la plantation de Monsieur Lechnig, le roi de la vanille dans le sud de l'île. Il va nous expliquer tout ce qu'il fait pour obtenir cette fameuse gousse, un peu ratatinée, mais qui sent tellement bon. La verdure ne manque pas ici. Mais où sont cachées les gousses de vanille? Voilà, la vanille ici, dans la commune de Saint-Philippe, ce sont des cultures traditionnelles. On va les trouver sur les arbres. Donc c'est une orchidée grimpante qui va suivre l'arbre. L'arbre va être utilisé comme tuteur. Ça, c'est de la vanille? Ouais, c'est ça la vanille. Donc ça va grimper comme ça. Tant que le tuteur monte, il va grimper. Donc c'est une culture qui va vivre en symbiose avec la nature. Ça doit être sacrément dur à récolter, j'imagine. La récolte, je peux vous montrer comment ça se passe au niveau de la récolte. Suivez-moi. Donc là, vous avez les gousses qui sont sur la plante comme ça. Ça, ce sont les gousses de vanille que vous avez ensuite suspendues là. Ce sont des grappes de vanille. Donc quand on va récolter,
on va les prendre comme ça, une à une comme ça, les casser. On va les enlever comme ça sur la plante. On va les casser comme ça. À quel moment se fait la récolte? Donc il y en a qu'on va laisser. Et la récolte va se faire à partir du mois de juillet. Donc les gousses vont rester vertes sur la plante pendant un minimum de 9 mois. Si longtemps? Comme pour un bébé. Comme un bébé. J'ai l'impression que c'est une plante difficile à cultiver. C'est un peu une diva, non? C'est une plante complexe qui vit dans son élément naturel et qui a besoin de respecter certaines étapes de la nature pour si on veut avoir un produit de qualité. Et comment se fait la pollinisation? Avec des bzzz, des abeilles ou des petits oiseaux? Les insectes peuvent le faire, mais ce n'est pas productif. Si on veut avoir une production, il faudra qu'on intervienne manuellement, à la main, dans une fleur pour avoir une gousse. Vous pouvez nous montrer comment vous faites? Et je vais vous montrer ça. Oui, formidable. Absolument. C'est ça une fleur de vanille. Bien sûr, actuellement, c'est une fleur artificielle, puisque la fleur ne dure qu'une journée. Une journée. Voilà. Ça, vous avez la gousse de vanille qui est là. Ça va devenir la gousse. Mais pour qu'elle se développe et forme la gousse, il faut faire ce qu'on appelle le mariage de la fleur. C'est passionnant, hein? On va ouvrir la fleur. Dans la fleur, il y a l'organe mâle et l'organe femelle, pistil et étamine. Mais entre les deux, il va y avoir une petite membrane. Ce qui va faire, nous, on va ouvrir la fleur. Avec l'épingle, on va soulever la petite membrane. Et avec le pouce, on va venir rabattre l'organe mâle sur l'organe femelle. Et on va faire cette manipulation dans chaque fleur pour avoir une gousse. Comme ça, ou une grande gousse, c'est une fleur dans laquelle on va intervenir manuellement. Ça fait un paquet de mariages. Oui. Vous en faites combien dans une journée? On peut faire jusqu'à 1000, 1500 par jour de mariage. Impressionnant. Autrement dit, vous semez chaque gousse à la main. Voilà. Et quand on regarde cette fleur de plus près, on est frappé par son petit air érotique. Pas étonnant que la vanille soit considérée comme une plante aphrodisiaque. Il y a des situations où on donnerait tout pour en avoir sous la main un aphrodisiaque. Le petit coup de pouce qui donne des ailes pour séduire. Mais ce produit miracle existe-t-il vraiment? C'est une question que l'être humain se pose depuis toujours. Dans toutes les civilisations, botanistes et sorciers ont toujours cherché la réponse dans les épices, comme Sarah Moritz, ethnobotaniste, l'a constaté dans ses recherches. Il existe des plantes pour toutes les maladies, pour tous les problèmes physiques et moraux. Par conséquent, il y a des herbes auxquelles on attribue des propriétés aphrodisiaques. Les recettes ancestrales répondent souvent au plus simple bon sens. Sont aphrodisiaques les épices qui euphorisent l'esprit et diffusent dans le corps une douce chaleur. Et d'après ce que l'on raconte, leur pouvoir érotique serait encore plus grand en les mélangeant, car les effets s'additionneraient. En suivant ce conseil, Sarah Moritz concocte un filtre d'amour avec l'aide de Brigitte Stephan, spécialiste des herbes. Son effet est garanti infaillible. Leur connaissance repose moins sur des études scientifiques que sur des textes anciens, les croyances populaires et leur propre expérience. Le safran, par exemple, est couramment considéré comme un puissant aphrodisiaque. Le safran est une épice très chère, la plus chère du monde. Les Romains en parsemaient le lit des jeunes mariés. Et en phytothérapie, on le considère comme un excellent antidépresseur. Il provoque la bonne humeur. Et de la bonne humeur au désir sexuel, il n'y a qu'un pas. Noix de muscade, gingembre et romarin font partie des grands classiques des recettes aphrodisiaques, tout comme le fruit d'une certaine orchidée, la vanille. Paracelse a écrit que la nature s'exprime par des signes. Chaque plante porte la signature de ses propriétés dans son apparence.
Les fleurs d'orchidée, par exemple, ont une forme qui rappelle celle des organes génitaux féminins. Et la vanille étant une variété d'orchidée, son aspect montre qu'elle a des vertus aphrodisiaques. La nature nous le montre. Un filtre d'amour à base de safran ou de vanille. Reste à savoir si ces effets peuvent être prouvés scientifiquement. Des chercheurs, comme Matthias Melzig, ont extrait les principes actifs des plantes et effectué des études cliniques pour découvrir s'ils ont une action mesurable sur l'organisme. Un questionnaire a permis d'évaluer le désir amoureux des volontaires. Et de fait, dans l'une des études, une grande partie d'entre eux signalent une légère augmentation de leur désir sexuel. Le safran agit principalement au travers de l'ensemble de ses composants. Il stimule la circulation sanguine de l'appareil digestif. On peut penser par conséquent que cet effet se répercute sur les vaisseaux sanguins et l'irrigation de la zone abdominale, qu'il active la circulation sanguine de l'abdomen et provoque de ce fait un certain effet aphrodisiaque. Il ne faut pourtant pas s'attendre à des miracles. Les personnes qui se sont prêtées à ces études ont absorbé jusqu'à 2 grammes de safran pendant plusieurs jours pour ne ressentir, dans le meilleur des cas, qu'une très légère augmentation du désir. Qui plus est, dans de telles quantités, le safran n'est jamais utilisé sous sa forme naturelle. Son goût est beaucoup trop amer. Et surtout, il n'est pas à consommer à la légère. À partir de 5 grammes, il peut être mortel. Quant à la vanille, elle agit sur nos nerfs olfactifs en liaison directe avec l'hypothalamus, une partie du cerveau qui commande notamment les pulsions sexuelles. L'hypothalamus produit de la dopamine, le neurotransmetteur du bien-être, de la récompense. Sa stimulation entraîne la sécrétion de dopamine qui induit à son tour une sensation de plaisir. Mais au mieux, cette sensation ne procure qu'un très modeste élan. En matière d'effet aphrodisiaque, l'état d'esprit est primordial pour atteindre le but escompté. Quand vous mangez une glace à la vanille en vous promenant dans la rue, ce n'est certainement pas dans le but de faire grimper en flèche votre libido. Pour séduire, mieux vaut donc miser sur l'ambiance et l'humeur propice qui agissent directement sur le centre du plaisir situé dans le cerveau. Les épices seules ne font pas grand-chose, mais elles peuvent agrémenter un bon repas du petit plus décisif. Bien, après cet intermède romantique, reprenons notre découverte de la production de vanille. On a déjà récolté les gousses, pour le moment elles sont vertes. Toute la question est maintenant de savoir ce qu'il faut faire pour obtenir ces tiges toutes fripées mais si parfumées. Alors il y a tout un processus qui va se faire, mais ça va rester un processus naturel. Donc nous, on va récolter verte avant l'ouverture de la gousse, comme ça. Si on laisse comme ça, le fruit va s'ouvrir pour libérer les graines. Donc pour stopper ça, on va tremper dans de l'eau chaude. 1 à 2 minutes. Au bout d'1 à 2 semaines après, ça va passer du vert au marron. Ah, ok. C'est aussi simple. Et une fois qu'elle est marron, c'est là que ça va commencer le séchage, qui va se faire sur 1 année, sur 1 an. Car le principe consiste à avoir les arômes, et ce qui va donner les arômes, ça va être ça. Vous voyez, cette huile, cette sève qui est dans la gousse, cette sève va se transformer en huile. Et cette transformation va se faire par étapes, lentement, naturellement, avec le temps. Si on veut que l'arôme se développe, il faut empêcher qu'elle se dessèche. Pour cela, on va les prendre, on va les enfermer dans les caisses pendant 9 mois. C'est drôlement long. Et il faut jeter un œil tous les 3 jours. Elles vont rester fermées, scotchées, scellées pendant 9 mois dans les caisses. Et c'est une fois qu'on a mis dans les caisses, les gousses vont rester souples et elles vont développer son arôme. Au cours de la production, combien de fois les manipulez-vous? Ça fait combien de manipulations à peu près? Ben, s'il y a 1000 gousses, il faut 3 000 à 4 000 fois. Incroyable. C'est un travail de passion, d'amour, qu'il faut gérer avec le temps.
Je crois qu'on a bien compris qu'Aimé est passionné par son métier. Et comme tout le monde le sait, la nourriture préparée avec amour, c'est toujours du bonheur. Il suffit parfois de croquer dans une simple viennoiserie pour se sentir au paradis. L'apport de sucre et de matière grasse assouvit la faim et redonne de l'énergie. En mangeant, on active le système de récompense situé dans le cerveau. Il sécrète des neurotransmetteurs. Une fois qu'on est rassasié, le message est « Stop, satisfaction atteinte ». Ces mécanismes sont bien connus, mais des chercheurs de l'université de Graz en Autriche pensent que l'influence de l'estomac sur le cerveau est encore plus grande. L'appareil digestif et le cerveau sont liés de multiples façons, et dans les deux sens. Ces connexions ne jouent pas seulement un rôle dans les fonctions du tube digestif, elles influent aussi sur des parties du cerveau qui régulent nos émotions, nos réactions et notre humeur. Les parois de l'intestin contiennent plus de 100 millions de cellules nerveuses, davantage que la moelle épinière. Leurs signaux sont transmis par le nerf vague au système limbique où se forment les émotions. Compte tenu de cette relation, les chercheurs autrichiens supposent qu'une alimentation riche en matières grasses n'a pas la même influence sur les émotions qu'une nourriture pauvre en graisse. Pour le vérifier, ils font boire du sulfate de dextrane à un groupe de souris. Le produit provoque une légère inflammation de l'intestin qui met dans le même état qu'après un repas trop copieux. Ils observent ensuite le comportement des rongeurs. Ceux qui n'ont pas l'intestin irrité déambulent avec curiosité dans le labyrinthe en explorant le terrain. Rien à voir avec les souris barbouillées. Elles se recroquevillent dans les coins du labyrinthe et se montrent dans l'ensemble plus craintives. Un indice tendant peut-être à démontrer que l'excès de sucre et de gras est également déprimant chez l'homme. C'est ce que pense Paul Henk, psychologue à l'université de Tübingen. Il propose souvent à ses patients des conseils nutritionnels en fonction de leur état psychique. Le bonheur passe aussi par notre assiette. La méthode à suivre est d'avoir une alimentation équilibrée qui apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin pour se sentir bien. Selon Paul Henk, l'équilibre de la flore intestinale joue un rôle capital dans la bonne humeur. Le tube digestif contient 1000 milliards de micro-organismes qui représentent un poids total d'environ 2 kg. Par le biais de médiateurs chimiques, ces bactéries interagissent entre elles, mais aussi avec leur hôte, l'être humain. En fonction de la nourriture qu'on absorbe, la composition des bactéries change et avec elle, les signaux qu'elles envoient au cerveau. Si la flore intestinale est correctement équilibrée, toutes les conditions sont réunies pour se porter comme un charme, considère Paul Henk. D'où l'intérêt de certains produits laitiers, comme le yaourt, pour entretenir l'équilibre de la flore intestinale. Les aliments gras et sucrés, en revanche, peuvent provoquer des inflammations. L'humeur n'est donc pas uniquement le produit du cerveau, mais aussi de l'intestin, et l'hygiène alimentaire en est une des clés. En un mot, le bonheur passe par l'estomac. Ce numéro de Xenius restera un festival de saveurs jusqu'à la fin. Aimé est allé en forêt abattre un palmier et avec le cœur, il nous a fait une salade. Une salade très spéciale, car le palmier doit avoir au moins 5 ans pour qu'on puisse en consommer le cœur. Autrement dit, c'est un plat réservé à des hôtes de marque. Merci beaucoup pour la salade. Vielen Dank für den Salat. Il y a quoi comme épices? Alors là-dedans, vous n'avez pas vraiment d'épices, vous avez de l'huile avec de la vanille escale bleue, bien sûr. Et vous avez du jus de citron qui sort du terrain. Donc c'est un produit vraiment naturel, bio. Une délicieuse salade bio avec de l'huile vanillée et du citron. On va se régaler. À la prochaine. L'effet aphrodisiaque commence déjà à agir.